Donc, je me présente, je suis Alice Baron, conseillère énergie, méthanisation et photovoltaïque sur toiture à la Chambre d'agriculture de la Marne. Donc aujourd'hui, on va parler photovoltaïque. D'abord, on va faire une petite introduction sur le vocabulaire et les unités de base pour comprendre la suite. On verra un point réglementaire, un point technique donc sur les bâtiments existants et bâtiments neufs, on passera rapidement. On verra comment estimer son potentiel de production, la durabilité d'une installation et son recyclage. Ensuite, on se posera la question de la valorisation. Donc, est-ce qu'on est en autoconsommation et ou en vente d'électricité? Et on finira par les démarches d'un projet, donc avec l'offre de services que propose la Chambre d'agriculture et le groupement d'achat des chambres d'agriculture du Grand Est. D'une installation photovoltaïque. Donc, on a le soleil, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le soleil qui va aller sur les panneaux et la puissance des panneaux est exprimée en watts-crête. Donc ça, c'est la puissance optimale mesurée en laboratoire. Et en fait, cette puissance en watts-crête, c'est celle qu'on va utiliser pour comparer les marques de panneaux entre elles. Ensuite, il y a la puissance de l'installation. Donc là, c'est tous les panneaux cumulés. Ça fait la puissance de l'installation. Celle-ci exprimée en kilowatts-crête. Donc c'est égal à 1000 watts-crête. Et c'est sur cette puissance-là que sera fixé le tarif de vente donc d'EDF Obligation d'achat. Ensuite, il y a la puissance de raccordement. Donc, elle est exprimée en kilovoltampères, kVA. Et donc, c'est sur cette puissance-là que sera effectuée la demande de raccordement. Et enfin, en kilowattheure, donc là, on a la production réelle. C'est vraiment ce qui est produit et injecté dans les réseaux. Donc, la production réelle, c'est là-dessus que vous serez rémunéré. On a des tranches de puissance par kilowatt-crête ici, mais vraiment, ce sera la production réelle multipliée par votre tarif d'achat. Vous aurez votre rémunération. Donc après, peut-être juste pour compléter, donc les panneaux produisent de l'électricité qui est convertie du courant continu en alternatif par l'onduleur et injectée dans les réseaux. Donc, d'un point de vue réglementaire, il y a eu plusieurs arrêtés. Donc là, celui de 2017 a permis d'avoir des contrats sur 20 ans et a défini la vente en surplus et la vente en totalité, ce qui n'était pas le cas avant. Et depuis le 6 octobre 2021, donc, il y a la tranche 100 kWh, 500 kWh qui a été ouverte. Donc, avec un prix de vente du surplus au même prix que la vente en totalité. Et il n'y a plus d'aide à l'investissement. En revanche, il y a un dispositif Climaction qui existe pour les études de structure. On va en reparler plus tard. Et il n'y a pas non plus de taux d'autoconsommation minimum pour la revente en surplus. Et ils ont réintégré la prime d'intégration avec différents critères, notamment que la surface du toit soit recouverte au moins de 80% de panneaux. Voilà, donc ça c'est juste un point réglementaire. Maintenant, d'un point de vue technique, d'abord le bâtiment. On va passer rapidement sur le bâtiment neuf, juste en précisant que lors de l'étude pour construire le bâtiment, il faut déjà se poser la question de la centrale pour bien dimensionner la structure et la couverture, qu'elle puisse accueillir l'installation photovoltaïque. Et sur un bâtiment existant,
Donc, on va étudier à la fois la structure et la couverture pour vérifier la viabilité du projet. Plus en détail, donc par exemple, sur une toiture en tôle ondulée, donc à 6 kg du mètre carré, il faut une certaine vigilance, on va voir juste après. Également sur du bac acier, donc à 7 à 8 kg du mètre carré, certains installateurs autorisent de se positionner, enfin, d'installer des panneaux sur des bacs acier qui datent de moins de 5 ans et avec une épaisseur de 75 centièmes. Donc ça, c'est à voir avec le constructeur du bâtiment initial, si vous avez toujours les documents. Et l'autre couverture, donc ça va être le fibrociment, que ce soit amianté ou non. On ne se pose pas directement sur du fibrociment car il y a un risque d'éclater. Certains installateurs l'autorisent, mais avec des risques de perte d'étanchéité. Donc là, par contre, le fibrociment pèse environ 17 à 20 kg du mètre carré. Et en fait, quand on vient retirer ce fibrociment pour installer à la place du bac acier plus les panneaux, on arrive au même poids. Donc souvent, la structure, la charpente, si elle était en capacité de soutenir le fibrociment, elle l'est normalement pour le bac acier plus les panneaux. Mais il faut quand même une étude de structure. Les autres couvertures, ça va être les tuiles. Donc, pour les tuiles mécaniques qui pèsent 40 kg au mètre carré et les petites tuiles plus lourdes à 70 kg au mètre carré, là, la vigilance à avoir, c'est au niveau de la charpente. Parce qu'en fait, finalement, c'est la couverture qui fait le poids de la couverture qui fait la stabilité de la charpente, donc face au vent, etc. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire une étude de charge car tout installateur sérieux vous demandera une attestation de charge avant d'installer des panneaux. Donc, pour faire une étude de charge qui est subventionnée par Climaction, la première étape, c'est de faire un devis par un bureau d'études. Donc, il existe Bureau Veritas ou Socotec. Ce devis, vous ne le signez pas et vous le déposez sur la plateforme de la région, donc en lien ci-dessous. Je pense que je pourrais vous partager le lien ultérieurement. Et une fois que vous avez l'accord de la région pour la subvention, vous pouvez signer le devis et faire intervenir le bureau d'études. Donc, le bureau d'études fera, dans le cas où le bâtiment est conforme, une attestation de conformité. Et le cas échéant, il indiquera les travaux nécessaires, donc par exemple des renforts de charpente, rajouter des pannes, etc. Et ensuite, c'est faire intervenir un constructeur ou un couvreur pour les travaux nécessaires. Et dans ce cas-là, on conseille de faire plusieurs devis pour comparer les prix. Préalable, il y a, en complément des éléments qu'on vient de voir, il y a d'autres prérequis, donc notamment la proximité d'un transformateur ou d'une ligne 3 fils à haute tension pour le raccordement. Et on doit être vigilant sur est-ce que le bâtiment se trouve dans le rayon d'un site classé ou inscrit. Si c'est le cas, il faut consulter l'architecte des bâtiments de France qui donnera un avis consultatif, enfin un avis, son avis, oui, non. Et si c'est non, enfin, oui, ça peut être avec certaines conditions. Voilà. Et aussi, on vient regarder toute la mise en œuvre pour installer les panneaux. Est-ce que le bâtiment est accessible et toute la sécurisation de la mise en place.
Pour continuer sur le point technique, donc on va regarder le potentiel de production. Comment estimer son potentiel de production? Alors, cela va dépendre de plusieurs critères, donc notamment la surface de la toiture. Donc ça, on vient prendre des mesures sur site. L'orientation du bâtiment, donc sud et est-ouest. On peut aller au nord pour compléter éventuellement. Et on vient regarder exactement le degré azimut de l'orientation du bâtiment, donc sur Géoportail. Et ensuite, la pente du toit a une incidence sur la production. Donc finalement, là, sur la rosace que vous voyez, la pente, c'est chaque trait blanc. On a, même là, c'est l'inclinaison en degrés, donc de 10 à 90 degrés. Et on vient regarder également autour du bâtiment s'il y a d'autres bâtiments ou des arbres, etc., qui peuvent provoquer un ombrage sur la toiture. À savoir que c'est pas parce que le flux lumineux capté n'est pas maximal qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, on va le voir sur le prochain tableau. Là. Donc, ce qui influence la productivité, c'est principalement l'orientation, donc nord, sud, est, ouest, et l'inclinaison. Degrés. Et donc, finalement, on voit que l'optimum de production va être pour un plein sud à 35 degrés, soit 70% de pente. Mais on reste quand même intéressant des pentes plus faibles, un peu plus élevées également, et surtout sud-est, sud-ouest. Et sur le schéma, sur la courbe suivante, on voit aussi que là, on a la production d'un pan sud, donc qui commence le matin avec un maximum autour de midi 13h pour redescendre l'après-midi. Et si on compare un pan sud à un double pan est-ouest, donc le pan est va commencer sa production plus tôt le matin, puis c'est le pan ouest qui va prendre la relève et se terminer plus tard que le pan sud. Et finalement, quand on cumule le pan est et le pan ouest sur la journée, et bien là, le delta de différence entre un est-ouest est négligeable. Enfin, ça reste fort intéressant de poser des panneaux sur un est-ouest. Ça permet d'avoir une plus large plage de production, surtout quand on veut l'aligner avec de l'autoconsommation. Après, la durée de vie d'une centrale, donc les deux éléments principaux vont être les panneaux et l'onduleur. Donc, au niveau des panneaux, les constructeurs garantissent une baisse de performance, une baisse de production à 10% au bout de 10 ans. Excusez-moi, la radiateur qui envoie ça. Une baisse de production à 20% au bout de 25 ans. Et là, on a extrapolé sur 20 ans pour comparer à une étude. Donc, les constructeurs garantiraient à 16% de perte de production au bout de 20 ans. Et en fait, dans les faits, une étude Certisolis menée à Lyon sur des panneaux installés en 1992, on a mesuré leur production au bout de 20 ans, en 2012. Et en fait, la baisse de production réellement observée était de l'ordre de 8%, 8,3% au bout de 20 ans, soit moins de 0,5% par an. Donc, on voit qu'en comparaison aux 16%, les 8%, finalement, on est à la moitié de la garantie. Donc, la production est plus importante que la garantie constructeur. En fait, les constructeurs veulent se mettre, si on peut dire, une bouée pour donner une image. Et finalement, les panneaux produisent encore bien au bout de 20 ans et même au-delà, parce que ces panneaux posés en 92
étaient encore en fonctionnement récemment. Par contre, dans une centrale, c'est les onduleurs, on va dire l'élément le plus fragile, à savoir que la durée de vie moyenne d'un onduleur tourne autour de 8 à 12 ans. Donc, il faudra prévoir un remplacement sur la durée de vie de la centrale, sachant que les constructeurs, ils ont une garantie de base à 5 ans et avec des extensions possibles. Mais comme le coût d'un onduleur est supérieur souvent au prix de l'extension de garantie, on conseille de prendre une extension de garantie pour être tranquille et aussi d'un point de vue économique. Et à la fin de la durée de vie de la centrale, qu'est-ce que deviennent les panneaux? Sont-ils recyclables? Eh bien oui, avec un taux de valorisation de 94%. C'est fait par la société Soren. Donc, en fait, elle va assurer la collecte et le recyclage des panneaux usagés. Et cette collecte est prise en charge lors de l'achat des panneaux par une éco-participation, comme vous avez sur l'électroménager, etc. Donc, ça fait déjà partie du prix de base d'achat d'un panneau. Il y a juste des conditions de reprise qui soient bien stockés les panneaux avant d'être pris. Et donc, au niveau du détail, donc toute la fraction verre va être revalorisée et les parties aluminium, cuivre, les deux parties cuivre sont fondues pour être réutilisées dans les filières associées. Le silicium également. On vient juste séparer l'argent du silicium et l'argent part en filière spécialisée. Et c'est la partie plastique qui, en partie, est recyclable et le reste, donc là, rebut traitement, finalement, ça va être soit fondu et incinéré et la chaleur récupérée énergétiquement. Là, les 6%, c'est ce qui n'est pas recyclable. Au niveau de la valorisation, donc, il existe l'autoconsommation et ou la vente de la production. Donc déjà, qu'est-ce que l'autoconsommation? Vous venez produire de l'électricité, là, la production, et vous en autoconsommez une part, la totalité, si c'est faisable. Et sinon, surplus, donc ce qui n'est pas consommé, on vient l'injecter sur le réseau, et là, vous êtes rémunéré sur ce surplus de production. En tout cas, on regarde pour une étude avec autoconsommation, on a besoin de vos consommations Enedis de base et de la facture du fournisseur d'électricité. Souvent, c'est EDF, mais ça peut être d'autres fournisseurs. À côté de ça, il y a la vente en totalité. Donc là, puisque j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un seul Linky qui reste pour autoconsommation et injection du surplus. Et en fait, quand vous faites de la vente en totalité, on vient rajouter un Linky spécifique pour la production, qui est séparé de votre consommation. Et là, donc, c'est nécessaire d'être à proximité d'un transformateur et qu'il y ait les capacités sur les réseaux pour accueillir la production solaire. Et vous vendez l'électricité à un tarif réglementé par l'État à EDF obligation d'achat. Donc, au niveau de l'autoconsommation, pour les puissances de moins de 100 kW-crête, donc à savoir que 100 kW-crête, ça représente environ 500 m² de toiture. Les puissances inférieures à 100 kg, on a un tarif de revente à 6 centimes du kilowattheure, ce qui est pas suffisant pour assurer une rentabilité
En fait, si vous installez des panneaux et revendez l'électricité du surplus inférieur à 100 kg, bah, finalement, les 6 centimes ne permettent pas de garantir la rentabilité, de payer les panneaux, en quelque sorte. C'est pour ça que pour des petites puissances, on conseille de bien dimensionner l'installation en fonction des consommations. Mais pour cela, il faut des consommations plutôt stables et constantes du coup, qu'il y ait des consommations en journée. Autoconsommation, il y a une prime à l'investissement qui est en fonction de seuil, donc 9,36 et 3600. Et cette prime est révisée trimestriellement. Là, vous avez la prime du trimestre en cours, donc à 21 centimes pour 9,36 et 11 centimes pour 3600. Ensuite, au-delà de 100 kW jusqu'à 500 kW, il n'y a pas de prime à l'investissement parce que c'est le tarif d'achat qui a été revalorisé et c'est lui finalement qui remplace la prime. Le tarif de vente en totalité est le même que si vous revendez le surplus. Donc là, faire de l'autoconsommation et de la revente en surplus, ça reste intéressant dans ces puissances-là parce que vous revendez au même prix que si vous revendez la totalité de la production. Sachant qu'il est possible de passer de la vente en totalité à autoconsommation 2 fois pendant votre contrat de 20 ans. Ensuite, quelle autoconsommation finalement on pourrait avoir dans le monde vitivinicole? Donc, les postes de consommation électrique appliqués aux activités vitivinicoles. Donc, ça va être par exemple post-vendange, tout ce qui est pressoir, refroidissement des cuves, les caves qui ont besoin d'être réfrigérées au moment de la mise en bouteille, le remuage avec gyropalette, etc. Toutes ces consommations peuvent être importantes, mais elles sont ponctuelles dans l'année. Vous n'allez pas avoir une consommation linéaire sur l'année. Donc, comme on l'a vu précédemment, il peut être intéressant de faire de l'autoconsommation, mais avec revente du surplus. Parce que vous ne pourrez pas dimensionner vos panneaux en fonction de la consommation qui n'est pas stable sur l'année. Voilà. Ensuite, donc là, ça va être pour la vente en totalité. Donc, on a des tarifs réglementés par l'État, garantis 20 ans, et ces tarifs sont indexés sur l'inflation. Là, vous avez un tableau, mais on va voir plutôt le graphique qui sera plus explicite. Donc, en bleu, c'est la courbe pour les tranches 9 à 36 kg. Donc, depuis le nouvel arrêté en octobre 2021 jusqu'au trimestre en cours. Donc, actuellement, on est à 14,30 centimes d'euros par kilowattheure. Ensuite, il y a la tranche 37 100 kW en vert. Aujourd'hui, on est à 12,43 centimes d'euros. Et pour la tranche 101 500 kW, on est à 12,87 centimes d'euros par kilowattheure. On voit que pour ces tarifs-là, ils sont en augmentation depuis 2021 et c'est en fait le titre là, exception. Finalement, c'est la première fois que les tarifs augmentent chaque trimestre. On était plutôt sur une dynamique descendante depuis 2011. Mais parce que au début, les panneaux coûtaient cher et le tarif d'achat était à 60 centimes. Et maintenant, le tarif d'achat a fait que baisser parce que le prix des panneaux a fortement chuté aussi. En tout cas, depuis l'existence du photovoltaïque, on garde toujours la même rentabilité
quels que soient les tarifs d'achat. Maintenant, on va passer aux démarches d'un projet photovoltaïque. Donc, première étape, ça va être une étude d'opportunité, avec l'approche du dimensionnement. Finalement, sur votre toiture, combien vous pouvez installer de panneaux et le coût que ça représente et ainsi quelle rentabilité on peut en tirer. Ensuite, il y a les démarches d'urbanisme, assurance, banque, voilà, sachant que l'étude de faisabilité peut être un business plan que vous présentez à votre banque. Ensuite, il y a la demande de raccordement. Donc, on travaille avec un bureau d'études, Texol, spécialisé dans le solaire, qui fait les parties, qui a les habilitations d'électricien pour faire les parties techniques de 2 dossiers, le dossier de demande de raccordement et le dossier technique pour diffuser aux installateurs qui répondront à l'appel d'offres. Donc, c'est en parallèle. Donc, on fait la demande de raccordement auprès d'Enedis. Enedis vous fait le retour. Le devis est valable 3 mois. Et à côté, on lance un achat groupé donc pour mettre en concurrence des installateurs. À savoir qu'on part avec 3 mégawatts. 3 mégawatts pour constituer un groupe. Le dernier, on était à 6 mégawatts, donc voilà. On diffuse en fait, on constitue un cahier des charges pour chaque projet. On le diffuse aux installateurs. Les installateurs nous répondent. Nous, on compare les offres. On vient les classer sur différents critères, donc des notes techniques, sur la marque des panneaux, la marque des onduleurs, etc. Une note de référence sur l'installateur, donc la santé de l'entreprise. Ces références, donc où est-ce qu'ils ont installé des panneaux, depuis quand, est-ce que c'est la maintenance qu'il y a, etc. Et la note du prix, qui ne pèse pas le plus lourd dans la balance. Ensuite, on présente les résultats au groupe, auditionne les installateurs, donc qui viennent présenter leur entreprise et échanger avec les porteurs de projets. Et sachant qu'à la fin, chaque porteur des projets est indépendant et choisit de partir avec l'installateur de son choix, pas forcément le même que le reste du groupe. Après, j'avais d'autres éléments pour compléter, mais sinon, on peut passer aux questions. Je vais continuer du coup. Donc là, pour détailler un peu plus l'étude d'opportunité de dimensionnement et de faisabilité technico-économique que propose la Chambre. Donc ça va commencer par une prise de connaissance du projet, donc avec par exemple un entretien téléphonique pour cerner vos attentes et les contextes du projet. Ensuite, on fait une visite sur site pour prendre toutes les caractéristiques nécessaires à l'étude de faisabilité, donc les mesures des bâtiments, l'inclinaison, l'orientation, est-ce qu'il y a des ombres, etc. Et ensuite, on fait une étude de faisabilité. On peut étudier différents scénarios en fonction des toitures, des puissances et des demandes, des besoins. On vient estimer le coût de raccordement et si c'est de l'autoconsommation ou de la revente en totalité, du coup, on vient la rentabilité du projet. Donc, comme dit tout à l'heure, ce dossier constitue un business plan.
Ensuite, au niveau de la démarche d'urbanisme, donc il y a le permis de construire pour les bâtiments neufs et pour des bâtiments existants, donc ça va être une déclaration préalable de travaux. Donc c'est un simple document CERFA que l'on peut vous remplir, à déposer en mairie. Donc pour le permis de construire, on est jusqu'à 4 mois pour avoir l'accord et une DPT, c'est 1 à 2 mois pour le retour. Et du coup, à ce moment-là, il faut également faire attention au périmètre de sites classés ou inscrits et demander, dans ces cas-là, l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Au niveau du raccordement, il y a une réfaction qui est passée avec le passage. En fait, avant, il y avait 60% à la charge du porteur de projet et 40% à la charge des gestionnaires de réseau, et ça a été inversé. Donc, Enedis prend en charge 60% du coût de raccordement et il le reste à la charge du porteur de projet, 40% de ce coût-là. Ensuite, au niveau de la demande du raccordement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille, c'est soit l'installateur qui vous fait ce dossier-là, ou en passant par Texol. Enedis fait l'étude détaillée pour le coût du raccordement et fournit un devis. Et une fois que vous avez ce devis, on réintègre le coût réel du raccordement à l'étude de faisabilité et on regarde si ça remet en cause la rentabilité du projet. L'étude de faisabilité, on a la différence qu'on est indépendant des installateurs photovoltaïques. À la chambre, on est neutre et on peut étudier différents scénarios en intégrant les coûts de couverture et du coup avec des mises à jour possibles, notamment avec le raccordement. Et concernant l'achat groupé, donc l'intérêt est de regrouper plusieurs projets photovoltaïques pour créer un effet de groupe et ainsi inciter les installateurs à tirer leur prix vers le bas. On fait les qualifications des installateurs, ce qui permet de garantir d'avoir un installateur sérieux et d'avoir une centrale avec le meilleur rapport qualité-prix sur le matériel et la pose des panneaux. Voilà, on accompagne par un bureau d'études, donc Texol, pour les dossiers techniques et à la fin, l'installateur a libre choix individuel de choisir avec l'installateur qui installera les panneaux ou pas d'ailleurs. Et là, c'est un petit retour sur l'appel d'offres. Enfin, il y en a eu 3, donc là, on en a 2. En 2021, il y avait 27 installations pour 6,5 MW crête et 5 installateurs avaient répondu, avec un prix moyen de 682 à 951 euros par kilowatt crête, soit une différence avec les installateurs en direct. En fait, quand on compare un devis en direct d'un installateur et en passant par l'achat groupé, on gagne en moyenne 20 à 30% sur le prix de l'installation. On a fait la même chose en juillet et là, dernièrement, en novembre, donc c'est terminé en février, et on en relance un au printemps. Voilà. Je sais pas, merci pour votre attention et puis place aux questions. Là, par contre, je sais pas comment on fait pour donner la parole.
J'ai Oui, vous autorisé les m'entendez? micros aux personnes qui souhaitent poser des questions. Ok, merci. Oui, on vous entend, Alexandre. Oui, bonjour. Je Bonjour. voulais savoir, là, donc vous nous proposez de faire un groupage, donc je trouve ça super intéressant. Comment ça se passe après? Il y a un coût de prise en charge de votre prestation, entre guillemets? Oui. Alors, bah, la première étude de faisabilité, on est à 475 € hors taxe. Et pour la partie achat groupé, donc il y a une partie que vous payez à Texol et une partie directement à la chambre. En gros, euh, pour un projet de 500, enfin, entre 100 et 500 kilos, vous êtes à moins de 5 000 € d'accompagnement. Sachant que un installateur a aussi. En fait, on a comparé un projet global si on passe en direct avec un installateur euh, qui fait toute la partie demande de raccordement, tout ça. Et nous, en passant par l'achat groupé, en intégrant les coûts administratifs, on a toujours observé un temps de retour sur investissement de moins de 1 an en passant avec l'appel d'offres. Donc avec à la fois la réduction, mais quand même en intégrant les coûts de prestation, vous gagnez 1 an sur la rentabilité du projet. Après, je pourrais vous envoyer les, enfin, les plaquettes, parce que là, je peux partager mon écran. Parce que les coûts, je les ai, je peux les afficher en fait. Ce sera peut-être plus parlant. Sachant que là, c'était les coûts Texol, mais prévisionnels, parce que normalement, ils n'ont pas augmenté. Donc, je vais remettre l'autre. C'est ces prix-là, c'était pas les anciens. Est-ce qu'il y a une question? Oui, je vois que X. Il y a plusieurs questions dans la conversation, Alice. Alors, il y a le risque d'incendie est-il important sur ces dispositifs? Alors, ça dépend de ce qu'il y a de stocké dessous, mais maintenant, avec les assurances, il y a une assurance qui prend en charge le risque d'incendie. Mais non, sinon, une installation photovoltaïque seule, bien montée, il n'y a pas de gros risque d'incendie. Sachant qu'en fait, il y a un contrôle pendant la durée de vie de la centrale où on vient vérifier l'état des panneaux avec une caméra thermique pour mesurer les points chauds. Et donc là, s'il y a des anomalies, elles sont identifiées. Donc ça, c'est l'installateur qui a un contrat de maintenance qui vient vous faire un contrôle régulier et en cas de problème. Parce il y a des capteurs, tout ça, ça transmet par Internet avec des alertes. Et puis là, on n'a pas eu connaissance d'un incendie récent sur une installation photovoltaïque. Après un moment, il y avait des problèmes au niveau du stockage de paille dessous. Donc certaines assurances ne veulent pas installer de panneaux s'il y a de la paille de stocker dessous. Mais d'autres sont d'accord. Donc après, voilà. Alors, je vois qu'il y a
le retour sur investissement est donc de combien d'années en moyenne? Donc, on est entre 8 à 12 ans de temps de retour sur investissement. Mais du coup, ça, on l'a vraiment en détail pour chaque projet. Mais sinon, on va l'avoir là. Donc là, le temps de retour sur investissement, donc AO, c'est appel d'offres et moyenne observée, c'est des prix du marché. Donc là, sur une puissance à 36 kg, on est autour de 12 ans. 13 ans plutôt dans le marché. Et à 100 kg, on est. Donc là, c'était sur les anciens tarifs, sachant qu'ils ont été réévalués depuis. Donc voilà, 12 ans et 14,2. Et pour un projet de 300 kg, on est à 9 ans et 12 ans pour moyenne du marché. Alors, quelle année maximum d'ancienneté du bâtiment métallique peut-on poser des panneaux? Il n'y a pas vraiment de maximum parce qu'on a déjà posé sur des bâtiments des années 1990, je dirais. Ça se fait. C'est vraiment au niveau de l'étude de charge qui est important de regarder si la structure est en capacité de soutenir l'installation. Il n'y a pas vraiment de... Parce que des anciens bâtiments peuvent être très, très résistants, même plus résistants que des bâtiments plus récents, donc c'est pas vraiment l'année qu'on va regarder. Est-ce que la Chambre d'agriculture accompagne des collectivités rurales, par exemple des communes? Alors, pour le moment, on ne l'a pas fait, mais ça peut être fait. Enfin, je vois pas de... La Chambre d'agriculture travaille autant avec les collectivités qu'avec le monde agricole et viticole, donc ça peut être envisageable, je pense. En tout cas, pour le moment, on a juste fait on va dire en projet un peu collectif, on a juste fait pour des coopératives, mais pas pour des collectivités pour le moment. Et quelqu'un levait la main. Frédéric Vautrel. C'est bon, j'ai désactivé, enfin j'ai autorisé le micro. Je sais pas si ça a fonctionné. Il faut que vous activiez votre micro, Monsieur Vautrel. Vous avez la possibilité maintenant. Sinon, vous pouvez poser votre question dans la conversation. Alors, j'aurais une autre question en attendant, si jamais c'est Oui. possible. Je voulais savoir, puisqu'il y a une production d'électricité qui se fait, s'il y a un effet d'onde, de choses comme ça qui se fait aux alentours ou en dessous, ou est-ce que tout ça, c'est bien isolé? Alors, votre question, elle porte sur les panneaux ou l'onduleur?
Au niveau des panneaux, en fait, s'il y a un dégagement d'ondes qui se fasse en dessous, donc est-ce qu'il y aurait un problème à mettre ça dans un endroit où il y aurait du vin ou des choses un peu sensibles? C'est une très bonne question. On n'a pas eu d'observation telle. Après, peut-être pour vous rassurer, il n'y a pas de souci avec les animaux. Donc, on le met bien facilement au-dessus de bâtiments d'élevage. Il n'y a pas eu d'effet sur les animaux. Donc, j'imagine que sur le vin, il n'y a pas non plus de. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment, ça reste très, très localisé sur les panneaux, quoi. Ça va pas se diffuser autour. Il y a pas d'ondes émises. Le, le seul truc, on va dire, qui peut émettre des ondes et un peu de bruit, ça va être le local technique avec les onduleurs et le tableau électrique. Donc, c'est juste ça. Mais souvent, on le met à l'extérieur du bâtiment. Enfin, ça dépend des usages du bâtiment, mais voilà. Je sais pas si je réponds à votre question. Parfait, merci. Il y a une nouvelle question dans la conversation. Il y a apparemment des panneaux en série, d'autres couplés par deux. Que conseillez-vous car la différence est conséquente? Alors oui, en effet, il existe des panneaux en couplés par deux qui permet finalement que quand vous avez un panneau qui tombe en panne, il n'y en a que deux qui produisent pas. Et les autres, quand ils sont en série, donc il y a toute une rangée, donc c'est ligne par ligne de panneaux. Euh, c'est pas le même coût de mettre des panneaux couplés par deux, sachant que si vous avez un panneau qui tombe en panne, bah, il y a quand même un service de maintenance qui permet de remplacer le panneau. Donc, je pense que ça s'évalue, mais comme ça, j'ai... c'est un coût supplémentaire d'avoir ce système-là. Et franchement, la majorité des installations, elles sont en série simple. Donc, avec tous les panneaux les uns à la suite des autres. Et donc, quel est le délai moyen entre l'étude et la réalisation des travaux quand tout va bien? Donc, on compte en moyenne 1 an pour au moment des études et la mise en service de l'installation. C'est en moyenne 1 an. Parce que dans ça, il y a toutes les étapes. Donc, avec Enedis, où ça peut prendre 3 à 5 mois d'études. Après, s'il y a besoin de travailler sur un changement de couverture, bah, ça va se faire avant l'installation des panneaux. Et bah, les travaux de raccordement, c'est en moyenne, ça se fait en parallèle de l'installation des panneaux pour le raccordement. Et vraiment, un projet dans sa globalité, on compte 1 an. Euh, Frédéric Botrel, vous avez pas réussi à... Ok, très bien.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut imaginer que le retour sur investissement va s'améliorer? Bonne question. Je ne vois pas dans l'avenir. Sachant, là, le prix des panneaux a baissé dernièrement. Le tarif de rachat a été valorisé, comme on voit là sur cette courbe. Donc, c'est intéressant en ce moment. Après, à l'avenir, je me dis qu'avec les volontés de développer le photovoltaïque, il y ait moyen qu'il y ait des encouragements financiers et que du coup, ce soit plus rentable. Y a-t-il une différence de coût d'installation entre une toiture fibro et une toiture en bac acier? Alors, pour la pose de bac acier, je ne sais pas si c'est la question, mais la pose de bac acier, installation entre fibro. En fait, la toiture fibro, on va devoir remplacer la toiture par du bac acier. Et le bac acier, on compte en moyenne 30-35 euros, donc on va dire 33 euros du mètre carré pour de la fourniture et pose de bac acier. Et on vient poser les panneaux sur ce bac acier. Connaissez-vous le tarif de rachat pour mai? Non, on ne connaît pas précisément. On entend juste qu'apparemment, il va être revalorisé, enfin, il va être revu à la baisse légèrement, autour de 12 centimes pour le 100 kg, 500 kW crête. Alors, avec Fibro de 2007. Et ben, dans ce cas-là, le bâtiment là de Thierry, c'est un voiture en fibro. De toute façon, il faudra la changer. Et donc, sur un bâtiment de 2007, après, il faut voir la charpente que c'est, etc. Et a priori, comme on l'avait dit, sur les poids, quand c'est du fibro, finalement, quand on enlève le fibro, qu'on remplace par du bac acier et des panneaux, c'est le même poids. Donc souvent, la structure est dimensionnée pour. J'ai pas compris la question. Ah non, on devient rentable lorsqu'il faut changer l'installation. Non, parce que l'installation, vous avez un contrat d'achat pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, vous vendez votre tarif à un prix plutôt fixe. Il est indexé sur l'inflation, donc il peut augmenter un petit peu. Mais c'est comme ça qu'on calcule la rentabilité. On n'a pas du tout ce retour-là de rentabilité. On l'obtient bien avant de changer l'installation. La chose qu'on change dans la centrale photovoltaïque, ça va être l'onduleur. Mais ça fait partie de l'étude de rentabilité. On l'intègre dès le départ, en fait. Soit le coût de l'extension de garantie, nous, on l'intègre, ou avant l'extension de garantie, on mettait le remplacement d'un onduleur. Alors, peut-on installer au siège social d'une entreprise? Oui. Oui,
Oui, on peut installer au siège social d'une entreprise. C'est un peu large comme question. Je sais pas ce qu'il en ressort derrière. Et s'il y a des fuites d'eau qui apparaissent après l'installation sur le toit, qui gère? Est-ce que c'est l'installateur, car les couvreurs ne veulent plus intervenir dans ces problématiques? Eh ben, alors, ça va être sur un... Parce que là, pour le coup, la couverture, elle doit être plutôt bien, comment dire, bien étanche avant d'installer des panneaux. Enfin, on s'en assure. En tout cas, l'installateur, avant de poser des panneaux, il vérifie l'étanchéité de la couverture. Par exemple, si on vient pas installer sur une couverture endommagée. Mais là, je sais pas. J'ai pas ce retour-là. Je peux me renseigner, mais on n'a pas eu ce cas de figure. Alors, autoconsommer du triphasé ou du monophasé. Bonne question. En autoconsommation, si vous êtes en... Non, les deux sont possibles, normalement, si je dis pas de bêtises. Si de toute façon, si vous avez de la consommation déjà en triphasé ou en monophasé, les deux sont possibles. Mais normalement, c'est en triphasé après sur de l'injection. J'ai pas loupé de questions, mais c'est bon. Avez-vous déjà suivi des dossiers situés dans un périmètre de bâtiment historique classé? Alors oui, on a eu un projet qui était dans le site d'une église classée. Donc ils ont fait demander l'avis à l'architecte des bâtiments de France, et là, l'architecte des bâtiments de France a dit non, catégorique. Donc en fait, le projet s'est arrêté là. On n'est pas allé plus loin, malheureusement. Et après, sinon, on avait eu Parfois, on observe que l'architecte des bâtiments de France demande, par exemple, de couvrir l'intégralité de la toiture, ou alors sur des bâtiments neufs à construire un bardage particulier, ou voilà, ça peut être des recommandations de l'architecte des bâtiments de France.